Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Défaite 1-0 du Milan à l'Olimpico face à la Roma hier soir. Un joli but de Nainggolan à la 62e d'une frappe enveloppée du pied gauche. Le Milan, toujours sur le podium, a perdu une belle occasion de s'affirmer comme le vrai dauphin de la Juve. Et j'accueille aujourd'hui pour en discuter Gila et Nico. Salut à vous. Salut. Salut à tous. Nico, les circonstances du match nous permettent-elles d'exprimer de gros regrets? Oui et non. Oui et non, car ce penalty change vraiment la donne du match. Ce deuxième penalty raté en l'espace d'une semaine d'Mbaye Niang change vraiment la donne du match, car il aurait pu nous lancer dans cette partie où on avait plutôt bien commencé, même la Roma, on avait une belle demi-heure avec deux équipes, avec pas mal d'intensité et beaucoup moins de déchets techniques que ce qu'on a pu voir après le penalty raté. Mais après ce penalty raté, la Roma s'est quand même rendu compte qu'elle nous avait laissé à certains moments quelques espaces, et donc elle a refermé ces espaces. Et là, il y a eu donc elle s'est beaucoup moins livrée, et là il y a eu beaucoup moins d'espace et beaucoup de déchets techniques de la part des deux équipes. Et c'est un but magnifique de Nainggolan sur un exploit individuel un petit peu. Bon, ballon perdu par Niang aussi, quand même, faut le rappeler, c'est lui qui perd le ballon juste avant. Mais un exploit de la part de Nainggolan qui permet à la Roma de remporter ce match. Après, sur l'ensemble de la rencontre, j'ai trouvé que la Roma en avait proposé un peu plus que le Milan. On peut pas non plus espérer gagner avec un semblant d'occasion sur une passe laser de Suso pour que Lapadula coupe la trajectoire, un C'était une penalty. passe? Moi j'ai vu un tir, un tir Moi j'ai manqué. vu, moi j'ai vu une passe, enfin, et 17e. une occasion de Moi aussi. Pasalic en seconde période qui passe 10 mètres au-dessus des cages, quoi. Oui, 52e, oui. C'est beaucoup trop peu pour pouvoir espérer gagner un match. La Roma a quand même eu plus d'occasions franches, pas non plus une dizaine, mais elle a eu 4-5 occasions dans le match, elle mérite amplement cette victoire. Le Milan en a montré beaucoup trop peu. Et voir un match, enfin un choc, car c'était quand même le deuxième entre le troisième, d'un niveau quand même assez faible. Je ne sais pas si le fait que le match se soit joué un lundi soir a eu raison de ce match, mais je trouve ça quand même très triste qu'un match de ce niveau se joue un lundi soir. Ou alors il y a eu quelques arrêts de Donnarumma qui n'a pas été brillant hier soir, mais enfin qui s'est employé à la deuxième minute sur une frappe de Dzeko. Et puis ensuite, encore une frappe de Dzeko, d'ailleurs sortie en corner, toujours par Donnarumma, donc à la 82e minute. Finalement, si on regarde, c'est vrai qu'il y a très peu d'occasions milanais. Il y a cette frappe de Pasalic, il y a ce penalty manqué, bien évidemment. Cela dit, Gila, le fameux penalty. S'il le marque, c'est quand même une autre deuxième mi-temps, parce qu'il n'est pas dit qu'on joue de la même façon et que Nainggolan ait autant d'espace aux abords de la surface de réparation. Tout à fait. Je pense qu'on peut raisonnablement penser que le match aurait été légèrement différent, en tout cas au niveau de l'intensité, au niveau de l'organisation tactique. Le Milan aurait forcément essayé de préserver son avance au score, mais là, s'il en a été tout autre. Après, sur le contenu du match, je serai un peu moins sévère que Nico. Bon, le Milan n'a pas été flamboyant, mais il n'a pas non plus délivré une mauvaise prestation. J'ai trouvé le match globalement équilibré, match qui a quand même été assez fermé, car la Roma n'a pu en fait débloquer la rencontre que par un exploit de Nainggolan. Certes, le Milan n'a pas non plus été très réaliste face au but, c'est le cas de le dire, ne s'est pas non plus procuré beaucoup d'occasions. Donc tous ces ingrédients font que certes la défaite oui, logique, car la Roma avait quand même certes avec quelque chose en plus, voilà l'exploit individuel, en tout cas la réussite de Nainggolan, mais après l'écart n'était pas si flagrant que ça, en tout cas par rapport à ce que je pouvais lire avant le match. Certains n'espéraient pas beaucoup. J'ai trouvé que le Milan était d'un niveau assez similaire à la Roma, qui est sur une bonne période actuellement. Donc rien de rédhibitoire par rapport à la prestation du Milan, mais voilà, il a manqué la réussite nécessaire pour que le scénario en fait soit tout autre, et notamment comme tu le disais avec ce penalty manqué par Niang. Oui, alors j'ai oublié une occasion à la 91e, il y a une frappe de Mati Fernandez qui est captée par le gardien après un Oui, superbe oui, travail de tout à Suso, fait. magnifique action individuelle, on en reparlera de Suso d'ailleurs certainement tout à l'heure. Bon, cette hiérarchie quand même des tireurs de penalty, ça pose problème parce que là ça fait 2 fois en 2 matchs. Moi j'interdirais à Niang de se retrouver dans la surface de réparation, que ce soit pour un coup de pied arrêté d'ailleurs ou dans le jeu. C'est-à-dire que ce mec là en réalité il devrait être bloqué sur un côté avec une espèce de mur laser, je sais pas quoi, on fait ça dans les films avec des effets spéciaux des fois, qui permettrait uniquement au ballon de passer et pas aux joueurs. C'est-à-dire que
On sait qu'il est mauvais devant le but, c'est un vendangeur de première ce mec, je sais même pas si Luis Adriano est pas meilleur que lui devant le but. Il doit rester sur son côté, on doit l'interdire de prendre le ballon pour aller tirer les pénaux. En plus ça fait 2 fois quand même qu'il prend le ballon à Lapadula, qui crée, parce que c'est Lapadula qui crée le péno, alors je suis pas Jean-Michel De Larquet. l'avant mauvaise. Oui exactement, 2 fois de suite. Je suis pas Jean-Michel Larquet qui dit qu'on se fait jamais justice soi-même, ça c'est des trucs que j'ai entendus tout au long de ma jeunesse, toujours par la même personne. Je pense que Lapadula aura mérité de tirer au moins un penalty sur les deux, en plus c'est le chouchou des supporters, il se donne etc. C'est quand même dommage que le pseudo-sénateur qu'il n'est pas, Nyang, se permette ça. Alors je sais qu'il y a une hiérarchie établie par l'entraîneur, donc la loi est respectée, mais il y a une règle là qu'il va peut-être falloir... Enfin, c'est pas la règle qu'il faut changer, c'est simplement justement la hiérarchie, c'est justement l'ordre. Bon, sinon, avant de donner la parole à Nico qui veut réagir, je veux dire que moi j'ai trouvé plutôt le Milan meilleur hier soir que la Roma. Légèrement, hein, je veux dire, simplement on manquait de créativité, mais c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez, on est orphelin de notre meilleur joueur de champ. Bonaventura, quand il n'est pas là, rien ne va en termes de créativité, de liaison milieu-attaque, mais j'ai trouvé quand même qu'on était un petit peu supérieur. Moi cette Roma m'a pas du tout impressionné, il a fallu un exploit individuel dû précisément, merci Nyang pour les deux raisons, c'est-à-dire penalty manqué, donc on couvre moins derrière, et en plus il perd le ballon. Donc exploit individuel d'un côté, lacune technique individuelle de l'autre, ça s'est payé comme ça, mais collectivement, j'ai trouvé le Milan un peu meilleur. Bon, ça peut se débattre, de toute façon c'est une question de nuance. Nico? Je voulais juste renchérir sur Nyang, la stat est quand même tombée, sur 7 pénaltys tirés dans sa carrière, il en a loupé 4. Oui, mais pourquoi comme ça, Montella est un attaquant, je sais pas, c'est comme ça, il en a raté 4, et là apparemment c'est pas apparemment, il a dit en conférence de presse, ou quand il est interviewé par les journalistes, que le prochain ne serait pas pour lui, il laisserait tirer Lapadula déjà, donc à mon avis, voilà, 2 pénaltys ratés coup sur coup, il a compris, surtout que déjà contre Crotone, et on a de la chance que on gagne le match à la fin, mais il rate déjà un penalty à 1 partout. Un match qu'on gagne difficilement d'ailleurs. Hein. On gagne difficilement avec un but à 8 minutes de la fin de Lapadula sur un peu un coup de billard dans la surface. Et là, on perd le match. Juste pour aussi répondre à ce que vous avez dit, Milan n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. J'ai pas dit ça, on n'a pas été largement en dessous de la Roma. Mais hier, on n'a pas été capable de battre une petite Roma. Alors oui, ça reste quand même la Roma qui est, depuis quelques années, est quand même beaucoup mieux huilée que nous. Mais on n'a pas été capable de battre une petite Roma. Les deux blocs ont été très bien défensivement. Mais après, c'est au niveau du déchet technique, à ce niveau-là, c'était affligeant quand même. Oui, c'est impossible de chaque côté d'aligner 2-3 passes. Je veux dire, ça rendait le ballon à l'adversaire. Et au final, c'est l'équipe qui, selon moi, a eu le moins de déchets qui a gagné ce match sur un exploit individuel. Voilà. Mais regarde, Nico, regarde les milieux de terrain qu'on aligne quand même. Il y a Bertolacci qui fait son retour, qui a été plutôt moins mauvais que ce qu'on pouvait imaginer, surtout pour un match de rentrée. Et puis Pasalic, alors je sais que toi tu l'aimes bien, Pasalic. Moi je comprends pas. Ça a été, au milieu de terrain, c'est le seul qui, quand il a eu le ballon, a essayé de le ressortir propre. Hein. Moi j'ai du mal à voir la valeur. Pour moi c'est Birsa bis, ce mec-là. J'ai vraiment l'impression de revoir Birsa. C'est-à-dire que c'est un mec qui tient à peu près sur ses jambes et qui de temps en temps effectivement fait une bonne passe dans l'intervalle. Mais enfin la valeur ajoutée, j'ai du mal à la trouver. Pour moi c'est un Sosa en puissance. Dans quelques années ce sera Sosa. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Donc j'ai du mal à voir techniquement ce qui dans ce milieu pourrait permettre de viser plus haut, en l'absence bien sûr de Bonaventura. Mais bon, si j'accepte ça, je trouvais que défensivement on les avait quand même bien gênés. Et puis peut-être justement que c'est pour ça que la Roma n'a pas été extraordinaire. Peut-être que ça vient du fait qu'on était assez bien en place et qu'ils ont eu du mal à se mettre en évidence à cause de ça. Gila, qu'en penses-tu? Tout à fait, je suis d'accord car... J'ai en tête le début de la rencontre où on voyait bien le Milan bien en place, en tout cas défensivement, avec un bloc qui était vraiment compact, et au final une Roma qui n'arrivait pas vraiment à réaliser des transmissions de balles, en tout cas qui pouvaient faire mouche. Donc effectivement oui, les deux blocs ont été bien disciplinés sur le plan défensif, ce qui en fait corrobore notre analyse générale, qui est celle de dire que les deux équipes ont évolué à un niveau assez similaire, outre le déchet technique vu de part et d'autre. Hein. Je veux quand même signaler qu'en plus sur le côté gauche, on jouait quand même avec Nyang devant et Deschilio derrière. Alors il va falloir m'expliquer, Nico, si tu as une influence sur Montella pour qu'Antonelli reste à ce point à l'écart. Même moi j'ai pensé au bout de 5 minutes quand je l'ai vu se faire bouffer par Bruno Pérez, j'ai dit il est temps de lui mettre un coup sur le banc. Je veux dire, là ça fait 3 matchs, et encore il s'est repris un petit peu quand Bruno Pérez est sorti. Parce qu'ils ont changé de module tactique et le joueur qui a remplacé, qui a été plus sur le couloir de Deschilio du côté de la Roma, lui a fait beaucoup moins mal. Mais depuis 2-3 matchs, il est affligeant. Hein. On retrouve le Deschilio de l'année dernière. Oui, Antonelli qui est revenu, n'a pas droit au chapitre, donc on peut trouver ça dommage, parce que la saison dernière il a dit que c'était avant il l'avait pas mis, avant le match, Montella avait dit qu'il ne mettait pas Antonelli car il n'avait pas 80 minutes dans les jambes.
Ouais. Donc c'est pour la raison. C'est ça. Est-ce que peut-être il l'a trouvé peut-être un peu trop court pour jouer contre la Roma, mais après il a mis Bertolacci, donc à savoir. Peut-être qu'on le verra contre l'Atalanta Ouais, Bergamo. rendez-vous samedi prochain 18h. C'est ça, on verra. Eh ben Nico, c'est l'heure de nous donner ton top. Mon top. Alors, je vais mettre Abaté en numéro 3. Ouh là 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 là. Tout Ah oui, arrive. ça prouve que c'était pas dingue, hein. Ça prouve que c'était pas dingue, hein. Oh, il a été bon, ouais, quand même. Il a été correct. Il a été correct, ça veut dire que défensivement, il a fait le taf. Voilà, il a fait le taf. En sachant que la première mi-temps, c'est joué beaucoup sur le côté de De Sciglio. Je ne sais pas si la Roma l'a fait volontairement, qu'ils ont vu qu'il y avait une faiblesse sur ce côté-là du côté du Milan. Après, ils ont recentré un peu plus leur jeu, la Roma, mais dans l'ensemble, il a fait un match correct. Voilà. Numéro 2, je mettrai Bertolacci qui m'a surpris sur ce match-là. Parce que pour un match de retour, c'est lui quand même qui fait cette passe pour la Padula qui est magnifique, qui crée le penalty. Oui, c'est vrai. Derrière. Et j'ai trouvé que sur les rares actions offensives milanaises, ben souvent il était impliqué dedans par une passe intéressante ou par un dribble. À voir. Il y a un nouveau coach aujourd'hui. Certains me disent que Bertolacci avait un certain talent avant d'arriver au Milan AC. Ben, il a la chance de repartir à zéro et apparemment, je pense que Montella l'estime un petit peu. Donc on va voir si dans cette deuxième partie de saison, il a certainement son mot à dire parce que quand tu vois le niveau de Niang, à mon avis, Bonaventura va monter d'un cran. Donc il y a une place qui va se libérer au milieu de terrain. Et ensuite, le troisième, je vais mettre devant. C'est pas forcément qu'il a été dingue, hein, mais je trouve que voilà, Suso. Car c'est le seul qui a essayé de créer un petit peu quelque chose devant, mais franchement c'était trop léger, non. C'était trop léger, voilà. Il y a cette passe, pour moi c'est une passe qu'il a voulu faire pour la Padula en première mi-temps. Et il y a cette action à la fin où il donne le ballon à Mathieu Fernandez. Ah oui, action de classe, hein, vraiment. Puis c'est l'un des rares qui soit capable de conserver le ballon, de nous sortir un dribble, une passe effectivement intéressante à la dernière, dans les 30 derniers mètres. Donc je suis pas ébloui par ce joueur. J'ai du mal à penser qu'il puisse briller sur la durée. Mais ce qu'il nous fait depuis 4-5 matchs, c'est quand même pas mal et c'est très au-dessus, surtout en l'absence de Bonaventura. On en a bien besoin parce que vraiment c'est surtout la vraie star de l'équipe sur le plan de la créativité, c'est Bonaventura. On a besoin d'un type qui assure précisément cette fonction et je trouve qu'il le fait assez bien en sachant, enfin voilà, moi je trouve qu'il n'a pas été aidé particulièrement par ses milieux de terrain. Gila, qu'en penses-tu? Alors quel est ton top? Alors on dirait que les grands esprits se rencontrent, car j'ai un top 3 identique à celui de Nico. Les grands esprits se rencontrent. Tout à fait. Bon, mais ça c'est la fibre niçoise ça. Exactement, la fibre niçoise qui joue ici. Donc Abaté en numéro 3, car il était à nouveau, il a réalisé une bonne prestation, discipliné sur son côté, il ne s'est pas fait prendre, contrairement à De Sciglio sur le côté gauche. Une prestation de nouveau solide, un brassard de capitaine honoré comme il se doit. Donc Avec des bonnes interventions verbales, hein. Enfin je sais pas si vous remarquez quand même, mais il harangue bien ses coéquipiers, Ah il oui. a une certaine autorité sur eux, et je trouve qu'il est nettement meilleur que Montolivo pour faire régner la discipline. Le contraste est quand même assez saisissant. Ensuite, en seconde position, donc Bertolacci, car je n'en attendais pas grand-chose, je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce qu'il soit titularisé aussi rapidement après son retour, qui plus est face à la Roma. Et comme l'a signalé Nico, j'ai trouvé qu'il était vraiment disponible sur le plan offensif, dans pas mal de bons coups, enfin les rares bons coups offensifs du Milan durant cette rencontre. En tout cas, il s'est montré disponible. Et c'est une prestation véritablement positive pour un retour, pour un joueur qui est vraiment qui a vécu une année très compliquée. Et donc ensuite mon top en dernière position donc Suso car tout a été dit, ça a été le seul offensivement à véritablement apporter quelque chose, apporter les étincelles avec un niveau technique au-dessus de la moyenne, en tout cas par rapport à ses coéquipiers. Et en l'absence de Bonaventura, son apport s'est d'autant plus fait ressentir. Donc Suso numéro 1 de cette rencontre selon moi. Oui, alors pour ma part, je vais différer très légèrement. J'ai mis la charnière centrale en numéro 3 parce que je pense que si la Roma nous a si peu inquiétés, c'est en grande partie non pas grâce au milieu de terrain, mais à l'efficacité de la charnière centrale qui n'a pas été brillantissime, mais je pense qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et alors Paletta par contre, je l'ai trouvé bon surtout sur la première heure de jeu. À la fin, en fin de match, je pense qu'il aurait pu friser le rouge, hein. Il était assez nerveux. Alors il nous a habitués à ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement rugueux qui
s'engage, qui n'y va pas de main morte. Et à un moment donné, il faut qu'il fasse attention. Dans les grands matchs, ça peut se payer cash. Mais il répond présent. Et puis, ça nous change quand même de Zapata et tout ce qu'on a eu précédemment. Hein. C'est vrai que c'est intéressant de trouver un vrai complément à Romagnoli, qui n'a pas démérité. Sans faire un grand match, je trouve qu'il a été en tout cas nettement meilleur que la saison dernière où il était passé totalement à côté face à son ancienne équipe. Donc je suis plutôt globalement content de la charnière centrale, même si on l'a vu meilleur cette année. Numéro 2, je mets Abaté parce que ça fait 3 matchs que je le trouve bon. Je l'avais déjà trouvé très bon contre la Juve, ensuite il avait un peu baissé le pied. C'est pas le Abaté à 100% encore, mais c'est 80% au moins, entre 80 et 90 je dirais. C'est vrai que défensivement c'est impeccable, il lâche rien. Donc je suis très content, il tient bien son rôle de capitaine. Faut pas l'enterrer, Abaté, j'avais dit qu'on le reverrait. L'année dernière on l'a revu en janvier, on commence à le revoir un petit peu en décembre. Si ça se trouve, il va nous faire une deuxième partie de saison identique à l'année dernière. Et là il fera taire tous ses détracteurs, parce que dans ces cas-là, il est irréprochable. Pour septembre prochain, on pourra parler de Calabria titulaire, indiscutable peut-être. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu trop juste. Et Dieu sait si j'encourage Calabria, je suis pour son éclosion et je suis pour le faire jouer régulièrement, malgré la présence d'Abaté bien évidemment. Mais je reste convaincu qu'à l'heure actuelle, Abaté est encore le titulaire et peut encore nous sortir des très bonnes parties. En tout cas, défensivement, il est toujours aussi difficile à prendre. Et je pense que quand il sera à 100%, c'est-à-dire après la trêve, j'en suis convaincu, il y aura plus trop de discussion à son sujet. Et numéro 1, j'ai mis comme vous Souzo, parce qu'il y a eu assez peu d'étincelles, il y a eu assez peu de créativité, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été l'un des rares à l'assurer, donc il fallait le souligner, il a eu du mérite, et qui continue ainsi, et quand il y aura Bonaventura, soit à gauche, soit dans l'entrejeu, ce sera un petit peu plus équilibré, on pourra mieux servir la Padula, qui lui ne démérite pas, qui mérite pas d'être dans le top bien sûr, mais je tenais à avoir un petit mot pour lui, parce que... Je pense, enfin, ce qui lui arrive, c'est quand même vraiment pas terrible, parce qu'il mériterait d'avoir un ou deux buts de plus au compteur sur les pénaux. Voilà, son activité est tellement intéressante, il gêne tellement les défenseurs. Sur la fameuse passe, soit dit, enfin je sais pas, moi j'ai vu une frappe manquée, mais peu importe, la passe de Souzo, il sent quand même bien le coup, il est pas loin, hein, on sent, c'est pas tous les attaquants qui feraient ça. Et à l'heure actuelle, je ne regrette pas Bacca, voilà, donc je l'ai pas mis dans mon top, ça s'était pas justifié bien évidemment de le mettre dans le top, mais je tenais à avoir un petit mot pour lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui était à la rue hein, en début d'année, on comptait pas sur lui, quoi. Il coupait les oranges, il était sur le banc, et là on commence à le voir, moi j'y croyais, donc je maintiens ma confiance à la Padula, et j'espère le voir beaucoup plus souvent en deuxième partie de saison. On passe au flop avec Nico. Numéro 3, Locatelli, qui depuis 2-3 semaines a un vrai coup de moins bien. Je l'ai trouvé méconnaissable par rapport à ce qu'on a pu voir. Après, bon, à son âge, je me doutais qu'il n'y y avoir que des hauts. Mais il a raté beaucoup de passes, un peu perdu au milieu de terrain. C'est quand même lui qui est au marquage sur Nainggolan. Même si derrière il y a l'exploit avec ce contrôle magnifique de Nainggolan et cette course, on connaît cette qualité de tir de loin du joueur belge. Mais c'est quand même lui qui est au marquage. Voilà, il a été assez dépassé. On sentait qu'il était dépassé par le milieu de terrain de la Roma. Je pense que ce serait bien, déjà la trêve arrive à point nommé pour lui, pour pouvoir peut-être récupérer, recharger les batteries. Ce serait bien que Montolivo revienne, c'est ça que tu allais dire? Pas du tout. Ah bon, non, je pense que ce serait bien d'essayer de le mettre sur le banc contre l'Atalanta Bergame pour essayer de lui mettre un petit électrochoc, se rendre compte que c'est aussi ça le haut niveau. Et il reste la Super Coupe d'Italie pour que voilà, il se recharge pour que dans 2 semaines il nous aide et à qu'il nous remporter. remette le même but d'ailleurs que la dernière fois contre la Juve. Ça me dérange, ce sera encore plus beau même si c'est une finale en bois au Qatar, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il m'a déçu sur ce match-là. En numéro 2, Deschilio, une première mi-temps atroce, mais alors d'un niveau cataclysmique, et dépassé tout le temps par Bruno Pérez. Il s'en sort, je crois, sans prendre un carton jaune, ce qui est quand même assez incroyable, parce que même s'il fait pas esprit sur la faute où le joueur de la Roma sort sur Sivière, 2-3 fois déjà, il avait été par des petits crochets, il avait fait tomber, il méritait de prendre un carton parce qu'il était dépassé. L'arbitre a été plutôt sympa avec lui, il s'est repris en seconde période, mais le problème qu'il y a, c'est dans le football moderne, même si je sais que t'aimes pas ça, au bout d'un moment, il faut quand même que nos latéraux puissent arriver, et Deschilio a eu la possibilité hier de sortir un centre, et je veux dire, quand le centre passe pas le début de la surface de réparation, il n'arrive pas à le lever plus haut que le genou, ça va être compliqué aussi pour marquer des buts. Je suis d'accord, mais à quoi sert Nyang? C'est-à-dire que là on joue avec des ailiers. Non, mais je suis d'accord, mais après il est là aussi pour prendre l'aile. Nyang, je vais y arriver, t'inquiète pas, oui, c'est non, le mais prochain. je doute bien que tu vas pas l'oublier. Il y a une place de numéro 1. C'est par rapport aux latéraux, c'est-à-dire que quand on joue avec des latéraux dans un 4-4-2 à la limite, ou dans un 3-5-2, bon très bien, mais là c'est vrai qu'il y a 2 ailiers quoi. Il y a 2 ailiers, 2 joueurs dont la principale fonction est de pourvoir l'attaquant en bon ballon en faisant des centres. À partir du moment où ils montent et qu'ils sont là pour apporter une solution. Le surnombre.
Et oui, bon, je surnombre, ou la passe en retrait, parce que De Chilio, c'est aussi le spécialiste de la passe en retrait. Tu le sens il est sacrément embêté quand il a le ballon balle au pied. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas l'impression de voir sa première année. Ce joueur, je suis sur ma faim, je sais réellement pas du tout ce qu'il vaut finalement. Il est méconnaissable. T'as l'impression quand même qu'avec la squadra, quand il y a des joueurs d'un autre calibre, il se sent peut-être mieux. Mais après, c'est vrai que quand t'es avec des joueurs d'un autre calibre aussi, tu élèves ton niveau. Pourtant le Milan à l'époque, quand il avait sorti cette grande saison, il n'y avait pas non plus des joueurs fantastiques à côté de lui. Enfin, j'ai pas souvenir qu'on était si dingue que ça. Mais Boateng, hein. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Il y avait des leaders. Mais voilà. Donc, Il y avait Taiwo, il y avait j'espère quand même qu'Antonelli aura sa chance pour Bergame Oh, alors ça, samedi. je vais l'enregistrer et puis je vais la mettre en boucle sur la page d'annonce de J'ai Casamilan. jamais dit qu'Antonelli était une pipe. Je dis juste que c'est un joueur qui, à mon avis, est très moyen. C'est juste Ouais, ça. ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Je vais encore te reciter tes propos, tiens. Ah non, merde, c'était Antonini, c'est vrai. Enfin, c'est un Oui. peu les deux. On a l'impression que dès que ça commence par Anto, ça va pas de toute façon. Donc, mais c'est pas Donc- grave, c'est pas grave. On retient que tu souhaites sa présence. Moi, je suis ravi. Et donc, pour finir, celle que je ne souhaite plus revoir sur le terrain de présence, c'est celle de M'Baye-Niang. 2 pénaltys ratés en l'espace d'une semaine. Alors là, il n'y a pas eu Lapadula qui est venu le déranger pour venir le tirer. Je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été suffisant. L'Italien s'était excusé même d'avoir embêté Niang, car il savait que c'était lui le prédisposé au pénalty. Voilà, après on a la stat qui tue, donc c'est 7 pénaltys tirés, 4 ratés. C'est incroyable que... Le préposé, parce que le prédisposé, je suis pas sûr du coup. Hein. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que c'est lamentable, t'as raison. Donc voilà, mais après, comme on vient toujours rater un penalty, malheureusement, ça arrive. Alors le problème, c'est que là, ça en fait 2 en une semaine. Et puis que les matchs sont pourris aussi. Mais voilà, c'est derrière, il y a le contenu du match. Et le contenu du match, alors là, la deuxième mi-temps a été un poil meilleur. Du match de Niang, en fait, j'ai qu'une chose à retenir, c'est cette talonnade à l'heure de jeu environ qu'il fait. Je crois qu'il passe entre les jambes d'un joueur de la Roma pour lancer une action offensive qui au final n'aboutira sur rien. Mais voilà, c'est le seul geste technique qu'il a réalisé. Sa principale qualité, c'est la percussion et la vitesse. J'ai l'impression qu'il est d'une lenteur depuis quelque temps. Il prend personne de vitesse et pourtant il avait Rudiger sur le couloir qui est pas non plus un monstre en vitesse. Il rate tous ses contrôles. C'est lui à la base qui perd le ballon, le premier ballon qui amène au but de la Roma. Bon, même s'il y a eu 2 passes avant, mais c'est quand même lui qui perd le premier ballon. Mais il est complètement à côté de ses pompes. C'est Honda qui devait commencer le match et Montella a décidé juste avant la rencontre, au final, avant de donner la composition officielle, de changer. J'étais assez déçu de ne pas voir le japonais parce que je n'en peux tellement plus du français que j'aurais prié en fait pour avoir n'importe qui à sa place. Et malheureusement, je me suis dit allez, il va peut-être donner tort, peut-être que ça va lui, le penalty raté va vouloir se racheter. Il se lance. Je me suis dit on peut pas rater 2 pénaltys en l'espace d'une semaine. Et il l'a fait. Et il l'a super mal tiré et il nous change. Oui, il l'a très mal tiré, mais les 2 fois. Hein. Bien C'est-à-dire sûr, qu'il est pas capable de la mettre près du Je poteau. crois qu'il est encore peut-être plus mal tiré que contre Crotone. Il est sans force, à mi-hauteur, même à peine sur le côté. Enfin, si le gardien part du bon côté, c'est ce qui s'est passé. C'est d'une facilité à repousser. Il peut facilement le dégager sur le côté. C'est ce qu'a fait Chesney. Enfin voilà, il a raté complètement son match. Il aurait pu, parce qu'en plus on sait que le Milan cette saison, il y en a plusieurs fois que lorsque le Milan ouvre le score, c'est quand même une équipe qui après va beaucoup mieux, qui a un peu plus de créativité, qui se lâche, et surtout on est difficile à prendre défensivement quand on se referme, et ça nous aurait permis d'ailleurs de pouvoir contrer la Roma qui nous aurait laissé des espaces, et au final voilà, ça change la donne. Je dis pas qu'on aurait gagné ce match ou qu'on aurait Non, fait pas match nul, forcément, mais ça change le match, c'est évident. mais c'est sûr que ce penalty là change toute la donne, et Philippe Genin sur Beansport ne peut pas se permettre de critiquer M'Baye-Niang, car c'est un Français que des fois il lui permet d'avoir quelques interviews sur la chaîne, mais hier, de toute façon, c'est celui-là qui a pris la pire note des 22 acteurs qui étaient sur le terrain. Eh bien, on passe à Gila. Alors, en 3ème position, Donnarumma. Bon, certains trouveront Non, ça se comprend. ce choix un peu difficile, mais pourquoi Donnarumma donc Pour son jeu au pied essentiellement, car il s'est à nouveau distingué pas du bon sens, en tout cas pas positivement de ce point de vue-là. J'ai trouvé que son jeu au pied mettait quelque peu en danger l'équipe, donc ça ne s'est pas ressenti en tout cas sur cette rencontre. Mais voilà, c'était à signaler, c'est quand même assez récurrent le concernant, donc c'est un point sur lequel il va véritablement falloir qu'il travaille. Après sur le but, bon, il a été surpris par la frappe en question, par l'absence d'anticipation de la défense, donc on ne peut pas vraiment lui reprocher ce but. Ensuite, en 2ème position, De Chilio. Je pense que l'essentiel a été dit. Il a à nouveau délivré une prestation très 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 moyenne, pour ne pas dire tout simplement mauvaise.
C'est très peu distingué, comme l'a dit Nico, en fait, De Sciglio, quand il a le ballon, il sait pas trop quoi en faire, quoi. En tout cas, on sent que ça lui brûle un peu les pieds, il essaie de s'en débarrasser, en tout cas, on ne voit pas un début de créativité, en tout cas, un véritable apport qui lui est propre. C'est bien dommage, car au final, ses prestations se suivent et se ressemblent, sont insipides. Mauvaises, c'est dommage pour un joueur formé au club dont on attendait véritablement plus. Mais là encore, c'est une répétition, car ses prestations se suivent et se ressemblent depuis plusieurs mois. Mais c'est pas grave, il y a Bellanova qui pousse au portillon, Tom nous en parlait. Il y en a d'autres des joueurs formés au club, Gilles, t'inquiète pas, si celui-là donne pas satisfaction, il y en aura d'autres derrière. Tout à fait, je me consolerai avec d'autres. Et enfin, en première position, évidemment, Mbaye Niang. Peut-être qu'il a pris un peu cher sur les réseaux sociaux au regard de son penalty manqué. Je peux le comprendre, mais moi je lui reproche surtout en fait le contenu global de ses prestations, car outre le penalty manqué, bon ça arrive 2 fois, bon c'est un peu plus compliqué quand même. Niang, en fait, personnellement j'ai toujours été assez sceptique, bon c'est peut-être, je tire peut-être sur l'ambulance, mais en tout cas j'ai toujours été assez sceptique à l'égard de ce joueur, même si, même lorsque tout le monde vantait ses mérites en début de saison, mais à la limite, je lui donnais peut-être, je lui aurais peut-être donné un peu de crédit en début de saison au regard de son investissement défensif notamment. Sauf que cet aspect-là ne se retrouve même plus dans ses matchs en fait. Nico disait que notamment que en fait sa percussion, ses qualités en tout cas au niveau de la percussion ne se ressentaient plus trop. Défensivement, c'est un peu la même chose. Les efforts sont de plus en plus rares. Bon, il est certes fatigué, mais voilà, c'était des aspects, en tout cas sa volonté masquer un peu son déchet technique, sauf que en l'absence de cet investissement, le déchet technique est toujours là, il se fait de plus en plus criant. J'ai pas le souvenir d'une véritable action décisive de sa part sur son côté, ou en tout cas un centre intéressant qui aurait pu donner quelque chose. Malheureusement, il traverse une période difficile, et on peut s'interroger sur la consistance du banc de touche, car en arriver à penser que Honda pourrait le remplacer. En tout cas, Honda qui était davantage habitué à évoluer sur le côté droit, qui est désormais monopolisé juste titre par Suso, ça pose des questions car Niang est titulaire. À l'heure actuelle, ce n'est pas la solution au vu de son rendement. Je pense qu'un séjour sur le banc lui ferait le plus grand bien du point de vue mental et du point de vue physique. Donc je pense que le club devrait sérieusement se pencher sur ce côté gauche afin de lui trouver un remplaçant digne de ce nom, ou en tout cas un titulaire à sa place, en tout cas qui lui permettrait de rejoindre le banc, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, le retour de Bertolacci, en tout cas s'il se confirme, son bon retour s'il se confirme, pourrait permettre à Bonaventura de remonter d'un cran et faire de Niang un joker. Oui, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Bon, moi je vais pas faire mon flop parce qu'en gros j'ai choisi les mêmes joueurs que vous, donc je vais pas apporter grand chose comme nouveauté. Rien à ajouter, donc on passe au mot de la fin. Nico. Le mot de la fin, alors même si j'en avais déjà envie, mais alors là il m'a complètement séduit. Dimanche, j'ai regardé le derby de Turin. Bellotti, voilà, s'ils peuvent me le ramener, quel joueur. Mais alors c'est une puissance balle au pied, il ne lâche jamais, même quand il tombe, il se relève et il continue sa course. Dimanche, il avait de sacrés clients en plus avec les joueurs de la Juve. Il met un vrai beau but sur un beau centre de Iago Falqué. Et non, il a embêté vraiment la défense de la Juve. En plus, c'est un supporter du Milan depuis son plus jeune âge. Il y a les photos qui circulent à l'époque quand il allait à Milanello voir les joueurs. Et en plus, son idole, c'est Andrei Shevchenko. C'est pas Pato, mais bon. Rien de mieux que de le voir avec avec le numéro 7 qu'on enlèverait à Luis Adriano une bonne fois pour toutes. Je crois que Luis Adriano est le numéro 7 à Milan. Mais il va partir de toute façon, Luis Adriano. C'est prévu qu'au mois de janvier, apparemment, le Milan cherche un club. On parle de Séville, apparemment. Il faudra qu'il accepte de descendre de l'avion ce coup-ci, parce que la dernière fois en Chine, on nous a fait le coup. Voilà, il est arrivé, il est reparti. Si les Chinois veulent nous faire ce cadeau, ce serait gentil. Bon, et ben, Gila. La transition est parfaite. On parle de Chinois, un petit point sur la vente. Donc, lors de la précédente émission, je disais que cette session nous réserverait quelques surprises. Le closing a été reporté donc au 3 mars 2017. C'est pas 2022, non, t'es sûr Non, 2017 pour le moment. Après, bon, d'accord. C'est un peu vieux, j'espérais, mais bon, tant pis. Il y aura peut-être un nouveau communiqué qui fera un nouveau report. En tout cas, il est reporté dans 2 mois, donc.
Les 100 millions ont été versés, donc 100 millions supplémentaires ont été versés aujourd'hui, ce qui porte la somme déjà perçue par Fininvest à 200 millions. Donc il en reste, si mes souvenirs sont bons, 570. 570 en tout, donc il en reste 300 ou 400 en tout cas, et des brouettes pour que la session soit définitive. Je vais pas prendre de pari ni m'avancer, mais voilà, la session a de nouveau été reportée. Il serait de bon ton que le Milan s'assure en tout cas définitivement de la réalisation définitive de la session, car en termes d'image, ce serait tout simplement désastreux. On n'est plus à ça près, hein. On n'est plus à ça près. Bon, on peut se rassurer avec le versement de ces 100 millions, mais sait-on jamais. En tout cas, ceux qui espéraient un mercato hivernal assez fourni, resteront sur leur faim. Après, on fera à nouveau un mercato de briques et de broc, je pense, sauf... Ah oui, c'est sûr ça. Mais s'ils ont payé quand même, c'est qu'il y a un minimum, parce que dans ce cas-là, il sera perdu quand même pour eux. Ah oui, tout à fait. C'est pas remboursable. Ah non, c'est pour ça que c'est pour montrer quand même que la vente c'est parfait, on fait comme ça. On garde les 100 millions et puis on les envoie balader. Mais c'est excellent. Ça c'est la solution. En tout cas, on espérait que le closing se réalise avant décembre, justement pour que l'argent profite des Chinois, puisse profiter au mieux lors du mercato hivernal. Ce ne sera pas le cas. C'est ce qui est à retenir. Bon merci pour toutes ces informations, je crois que nos auditeurs en seront très friands. Pour ma part, je vais lancer un appel inédit. Il se trouve que depuis quelques temps on est un peu en sous-effectif parce qu'Emilia ou d'autres ont d'autres activités et ils reviendront un peu plus rarement. Donc si jamais quelqu'un parmi nos auditeurs se sent capable de débattre du Milan, donc est à l'aise à l'oral, et bien évidemment sans attaque à dominem ad personam, puisqu'on bannit ça dans l'émission, quand on dialogue ici on se respecte, donc je sais que c'est de plus en plus rare sur les forums, mais ça existe, voilà, on croise parfois des gens qui sont capables de pondre des argumentaires ad rem, comme on dit, c'est-à-dire fondés sur l'idée, sur le sujet, sur la chose débattue, et ces gens-là sont les bienvenus, voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour discuter avec nous, si vous voulez partager votre passion du Milan, à poser candidature sur acmilanzone.fr, sur le forum mené de main de maître par Gila, et donc précis sur Twitter ou Facebook. Ah oui, voilà, effectivement, il y a tous les réseaux sociaux, c'est la modernité, ça agit là, on sent l'homme en marche, tout à fait. C'est vraiment en marche vers le succès, droit au but, à l'ancienne Nice, merde, c'est pas Marseille. Bon, en tout cas, on vous souhaite une excellente semaine, si tout va bien, on devrait se retrouver donc samedi, donc le match est à 18h contre l'Atalanta, est diffusé sur beIN Sport, donc on devrait enregistrer vers 20h, et quoi qu'il arrive, il y aura pendant la trêve la fameuse émission spéciale, mi-saison, on fait ça systématiquement chaque année, avec les tops, les flops, les vrais cette fois-ci, c'est-à-dire ceux qui réellement s'inscrivent dans la durée. Donc bonne semaine à vous, à très vite, salut. Au revoir. Salut.